merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Nous allons aborder aujourd'hui la question de l'actualité au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'APK, où il y a quand même du mouvement. Les contrôles parlementaires peinent-ils à se faire exécuter au niveau de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa? Nous allons en savoir un peu plus parce que la ville de Kinshasa se meurt de plus en plus. D'où nous allons savoir qu'est-ce qui est devenu l'opération Kimbopeto et des fonds alloués par le gouvernement de la République au gouvernement provincial de Kinshasa. Sur cet ordre d'idée, l'honorable Mike Mukiba Nkosso avait adressé une question orale avec débat au ministre des Finances sur les 2 millions que le gouvernement provincial reçoit chaque mois pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et puis, on va aussi aborder la question de la plainte déposée toujours par le même député national. J'ai cité l'honorable Mike Mukiba député provincial, l'honorable Mike Mukiba Nkosso contre Godin Poi qui fait on va dire la rétention des émoluments de ces députés provinciaux élus de Lingwala depuis bientôt 14 mois que sa famille ne vit pas de son salaire, de sa rémunération. Pourquoi ces blocages et quelles sont les motivations de cette plainte? Va-t-elle aboutir? Nous allons nous interroger tout au long de ces missions pour savoir ce que fait exactement Godin Poi en retenant délibérément le salaire d'un élu du peuple. Et puis la question de l'Est de la République démocratique du Congo, vous avez vu des avions sillonnés de Sukhoi, je crois, des avions de Sukhoi, des avions de Sukhoi qui ont survolé l'espace aérien congolais jusqu'au niveau du Rwanda. On va parler de la question de l'embargo qui pèserait sur la République démocratique du Congo. Les Nations Unies ont répondu qu'il ne s'agit plus d'un embargo, mais plutôt d'un régime de notification. Nous allons y revenir pour que vous ayez de plus amples détails par rapport à cette question. Le retour de Martin Fayulu a été perturbé par une répression inouïe organisée par le gouvernement provincial de Kinshasa et la police nationale qui a empêché le président Martin Fayulu de bénéficier d'un accueil chaleureux de la part de ses sympathisants qui se sont déplacés par de milliers pour l'accueillir de l'aéroport international d'Njili. Est-ce que c'est le retour à la dictature ou à l'époque de 2016, 2015, 2014 et 2017, nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Et puis, il y a des arrestations en cascade à la présidence de la République, de hauts conseillers du président de la République qui sont considérés aujourd'hui comme des agents doubles, des tops, qui ont transmis des photos secrètes à Kigali. Et aussitôt que la présidence l'a appris, quelques agents, quelques hauts conseillers du président de la République, voire même un de ses assistants, serait aux arrêts pour besoin d'enquête. Nous allons nous interroger sur cette question et faire une sorte de liste de tout le scandale, pour ne pas dire scandaux comme le disent les Quinois, de ce que nous avons pu constater comme désordre au sein de cette présidence de la République depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Que de noms, que de scandales. Où va la présidence? Pourquoi Félix Tshisekedi traîne-t-il pas à nettoyer son entourage? Est-ce que cette largesse ne risque-t-elle pas d'exposer la nation, surtout en temps de guerre? C'est la grande question que beaucoup de Congolais se posent. Et puis, il y a l'IGF qui toujours fait des performances. On ne va pas manquer de faire un clin d'œil. Alors, nous recevons spécialement pour vous l'honorable Mike Mukiba Nkosso. Je rappelle qu'il est le député provincial de la ville de Kinshasa, élu de la commune de Lingwala. Honorable Mike Mukiba, vous êtes cadre au niveau d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous êtes à l'Union Sacrée, mais vous avez décidé de vous désengager de l'Union Sacrée à titre personnel. Honorable Mike Mukiba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais très bien. Dieu garde ses enfants, comme j'ai l'habitude de le dire. Dieu garde le Congo. Très bien, Dieu garde ses enfants. J'aime bien cette expression. Voilà, on va parler de cette question orale avec débat. D'abord, de vous-même d'abord. Depuis 14 mois, selon nos informations, vous ne touchez plus vos émoluments. Non, ce n'est pas que je ne touche pas mes émoluments, mais il y a ceci, c'est qu'en 2019, Godin Poi avait pris une décision inique, illégale, totalement,
me privant mon salaire, mes émoluments pendant 12 mois. Décision complètement inique. Vous ne pouvez pas priver à quelqu'un de ses revenus pendant 12 mois. Le salaire a avant tout un caractère alimentaire. De priver quelqu'un de ses revenus pendant 12 mois, il y a une intention manifeste de le détruire, de détruire toute une famille. Bon, soit j'ai purgé cette suspension, mais par la suite, mes collègues députés provinciaux ont décidé de me réhabiliter. J'ai été réhabilité au niveau du comité des sages, la décision du comité des sages a été entérinée par la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et depuis? Et Godin Poyi a reconnu qu'il allait me payer mes 12 mois d'émolument. Il a écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa, que j'ai vu, qui m'a dit qu'il allait traiter cette question avec les bureaux. Je suis revenu vers Godin Poyi qui m'a demandé cette fois-là de voir le ministre provincial des Finances. Je l'ai vu, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, honorable Mike Mukebayi, pendant cette période, nous envoyons l'enveloppe globale des émoluments au bureau de l'Assemblée provinciale. Nous n'envoyons pas l'enveloppe moins un député. Donc l'enveloppe globale. J'ai rapporté le propos du ministre provincial des Finances à Godin Poyi, et séance tenante pendant que nous parlions tous les deux, j'ai appelé le ministre provincial des Finances qui a confirmé ces propos-là aux oreilles de Godin Poyi. Et gêné qu'il est, parce que je te dis, cet argent, c'est lui qui sait où il est. Gêné, qu'est-ce qu'il a fait sur place? Il m'a proposé un arrangement. Il me dit, ben ok, dans ces conditions, comme la ville de Kinshasa nous doit des arriérés de plusieurs mois, ce que nous allons faire, une fois que ces arriérés vont commencer à être payés, je vais m'arranger avec toi pour que nous trouvions un échelonnement, un calendrier, et je vais te payer progressivement. Et ça, je crois que c'est depuis début 2021. Et puis, rien n'est jamais venu. Rien jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que votre argent n'a pas été payé, mais il a été utilisé. Il a été détourné, je parle de détournement. C'est un détournement. Détournement. Godet sait ce qu'il a fait de mon argent. En fait, sa stratégie, c'est quoi? Malin qu'il est, il écrit dans l'entretien au gouvernement provincial pour dire, ben dites-moi dans quel compte je vais loger, vous logez l'argent de Mukebayi. Le gouvernement provincial, négligent qu'il est, ne répond pas à cette correspondance-là, et il s'écarte derrière cette combat. Il sait où est mon argent, c'est lui le responsable. Il le sait. Et alors, il y a quelques mois, mon avocat lui adresse une sommation sur cette question pour lui dire, payez à mon client son dû. Non, cette fois-là, qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il instruit. Ça, c'est très grave, ça. Ça, c'est très grave. Godin Poyi instruit son directeur de cabinet adjoint d'accuser réception à sa place. Donc c'est son directeur de cabinet adjoint qui écrit, qui répond à mon avocat avec papier en tête, Assemblée provinciale de Kinshasa. Il tire ses pouvoirs-là d'où? Le directeur de cabinet adjoint. Et il dit que le président me charge d'accuser réception. Ça, c'est très grave. Lisez le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale s'il se trouve quelque part une disposition qui permet à un membre du cabinet du président ou du vice-président d'engager l'institution. Ça, c'est très grave, ça, pour des gens qui prétendent cumuler plusieurs diplômes. Très, très grave. Et c'est à partir de cette lettre que moi, en réagissant, j'ai vu le comité des sages pour le saisir à nouveau. Et le comité des sages a fait des ponces pilates. Nous avons déjà tranché cette affaire ici. Et nous ne pouvons pas revenir là-dessus. En tout cas, ce n'est plus notre affaire. Donc j'ai décidé de porter plainte. Nous sommes en justice. Vous avez déposé votre plainte dans quelle juridiction? Au niveau du tribunal, au niveau de la cour d'appel de la Gombe. C'est depuis quel jour? J'ai été vendredi dernier devant le magistrat pour confirmation de la plainte. J'ai confirmé la plainte. Et alors, est-ce qu'on a déjà invité le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Pas le bureau, lui, Godin Poyi, il ira répondre. Il ira dire où il loge mon argent. Il sait ce qu'il a fait. C'est un détournement caractérisé. Détournement. Et c'est même très très bas. Vous sanctionnez quelqu'un, vous vous arrangez pour lever ses immunités, l'envoyer en prison. Au finish, en fait, c'est pour pomper ses émoluments.
Vous êtes assez payé, vous en tant que président, ça ne vous suffit pas. Quand l'enveloppe salariale arrive, vous payez les 47 députés provinciaux, il vous reste un reliquat dû à Moukébaï, vous prenez et vous empochez. Et vous êtes fiers de vous présenter devant le Congolais. Qu'attendez-vous de la justice? Ce que j'attends de la justice, oui. Mais d'obtenir que Godem Poyi me paye mes émoluments de 12 mois. Qui me paye ces émoluments-là. C'est lui le responsable. Il sait ce qu'il en a fait. Il sait ce qu'il en a fait. S'il sait ce qu'il en a fait, j'attends de la justice d'obtenir que Godem Poyi me paye. Godem Poyi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est lui. Très bien. Mais pourquoi cette affaire n'a jamais été portée au niveau de la plénière? Non. Les comités de sages avaient décidé et la plénière avait entériné que Godem Poyi me paye. La plénière m'a réhabilité. Et lui, Godem Poyi, a même écrit au gouvernement provincial, sachant d'ailleurs que l'argent ne se trouve pas au gouvernement provincial. C'est de la malice, hein, c'est tout, un peu, de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Il sait où se trouve cet argent. Très bien. Il veut noyer les poissons, alors il va se cacher derrière le gouvernement provincial, n'a rien à voir. Le ministre provincial me l'a confirmé et l'a répété à Godem Poyi au téléphone. Nous étions à deux, lui et moi. Et voilà, ça c'est un homme de Dieu. Voilà. De surcroît, un homme de Dieu. Qui prive quelqu'un de son dû. Plutôt que de conserver ce dû-là quelque part, comme le recommande le règlement intérieur, non. Et voilà. C'est détourné. Et le moment où, en fait, il ne s'attendait plus, il se disait, bon, j'enferme ma tête, je fais comme je peux, qu'est-ce qu'il peut faire contre moi, c'est mon Kébaï, j'étais un petit député provincial comme ça, et quand finalement l'Assemblée plénière me réhabilite, ça le met en difficulté. Mais après la réhabilitation de l'Assemblée provinciale, n'y a-t-il pas une contrainte? Mais la contrainte, c'est cette résolution de l'Assemblée provinciale. Mais cette résolution de l'Assemblée. Mais il n'a pas respecté ça. Mais qu'est-ce qu'il respecte, lui? Qu'est-ce qu'il respecte? C'est cela tout le problème. Donc, toute la plénière était puissante devant. Mais qu'est-ce qu'il respecte? Qu'est-ce qu'il respecte? Godem Poyi est plus puissant que la plénière dans ces cas. Ah, vous ne l'avez jamais vu à l'œuvre. Hein? Un jour, il m'a dit comme ça en pleine plénière, et comme un makofi. Oh. Un jour, il me l'a dit comme ça. Non, vous ne connaissez pas l'homme, hein? Il me l'a dit comme ça. Quand on a eu comme la TVT, vous vous rendez compte à qui nous avons affaire à la tête du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Quelqu'un qui dit à son collègue député, et comme mes collègues sont témoins, il l'a dit. Et là, ce qu'il ne comprend pas, c'est que moi, je ne peux pas me laisser intimider par Godem Poyi. J'en ai vu d'autres. Lui, il ne comprend pas. J'en ai vu d'autres. Très bien. Alors, on va changer, on va continuer. On reste toujours à l'APK, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où le même député provincial Mike Moukébaï a déposé cette fois-ci une question orale avec débat adressé au ministre des Finances sur les fonds reçus pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Au moins 2 millions de dollars américains sont versés chaque mois par le gouvernement central auprès du gouvernement provincial pour l'assainissement de la ville. Honorable Moukébaï, expliquez-nous un peu le contour de cette question orale avec débat. Quand ce débat a été ouvert à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur le 2 650 000 dollars, j'ai pris la parole et j'ai proposé ceci, que cet argent devait être affecté, à mon point de vue, au curage des caniveaux et même envisager si nous pouvons réaménager un peu la ville de Kinshasa, construire de nouveaux caniveaux. Je me plaignais à l'époque que nos caniveaux n'avaient jamais été curés depuis que nous avons accédé à l'indépendance, depuis que Kinshasa est la capitale sous la République démocratique du Congo. Je disais que ça ne servait à rien de déployer quelques cantonniers qui manuellement balayent et les balayures sont versées où? Si ce n'est pas sur le trottoir, c'est dans les caniveaux même. Ça ne nous avance pas. Kinshasa n'est pas construite en tant que ville. Vous balayez les bords de chaussée, mais tout juste à côté, le trottoir lui-même n'est pas construit. Donc, vous ne nous avancez pas. Je disais que nous devions affecter cet argent-là au curage des caniveaux, parce que le problème le plus crucial, c'est que pendant la période de pluie, à la moindre petite pluie qui tombe, Kinshasa est inondée.
il est impossible de se déplacer dans la ville, la mobilité est complètement perturbée, les embouteillages partout, et pire, nous enregistrons des morts d'hommes. Et ça, c'est un problème beaucoup plus crucial parce qu'il conduit à mort d'homme. Il était beaucoup plus crucial. Et le même Godin Poyi me dit, ah oui, c'est une bonne idée. Mais en fait, au fond, il se foutait de moi en se disant, mais celui-là, il croit qu'on va le suivre dans sa naïveté. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Depuis qu'ils reçoivent, je crois, 2 ans au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont improvisé des ONG, même des membres de l'Assemblée provinciale. Vous voyez bien les enceintes de leurs ONG dans la ville de Kinshasa. Certains députés provinciaux. Voyez-vous? Ils ont improvisé des ONG qui n'avaient jamais existé auparavant, qui n'ont aucune expertise en matière d'assainissement, et ils se partagent cet argent. Qui reçoit 50 000 $, 80 000 $, on fait semblant de balayer quelques artères de Kinshasa avec des cantonniers qu'on paye 80 000 francs. Quand tu en as 20 ou 40, ça te fait, je ne sais pas, 4 000 $ de dépenser, le reste tu empoches. Pourtant, il y a une structure spécialisée dans cette ville de Kinshasa en matière d'assainissement, c'est la Raskin qui a été mise de côté. La Raskin n'est pas utilisée. Mais elle a été mise à l'écart. Complètement mise à l'écart au profit des ONG inexpertes qui n'ont jamais fait la moindre preuve dans le secteur. J'en connais un dedans qui reçoit 70 000 $. Une autre dame qui est là pour des affinités, des liens biologiques avec celui qui délie les cordons de la bourse, celui qui sort cet argent des caisses de l'État, celle-là, elle reçoit 400 000 $. 400 000 $. 400 000 $. Et voyez-vous Kinshasa est dans quel état? Ces fonds-là viennent du gouvernement central, du ministre. Le responsable numéro 1 à interroger sur cette question, c'est Nicolas Kazadi. Il sait ce qu'il fait de cet argent. Et c'est lui qui s'est arrangé avec le gouvernement provincial. À quel niveau se trouve la responsabilité de Nicolas Kazadi? Voilà, ça Nicolas, il est clair et il est établi. Il voilà. Et vous pensez qu'il est dans la gestion de ces fonds il est dit de la ville de Kinshasa? Il est dit dans la convention qu'il lie les deux parties. Les ministres des Finances, donc le gouvernement central via le ministre des Finances et le gouvernement provincial, qu'à chaque fois qu'il faut décaisser de l'argent, vous devez d'abord recevoir des exécutants, les justificatifs sur l'utilisation de fonds précédents. Ils sont où ces justificatifs? Ils sont où? Ils n'ont jamais fourni les justificatifs. Jamais, demande à Nicolas Kazadi. Jamais. Alors les gens se partagent ces 2 650 000 $ et ce ne sont pas des fonds congolais. C'est des fonds de la Banque africaine de développement, c'est ce qui est très grave. Je ne sais pas si c'est des fonds accordés en don ou en prêt. Que ce soit en don ou après, c'est très grave parce qu'ils servent à autre chose qu'à assurer l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Et voilà qui vient se plaindre au jour d'aujourd'hui, c'est le chef de l'État. S'est-il déjà posé la question sur l'utilisation des fonds? Parce que c'est lui qui a instruit le gouvernement central de libérer ces fonds-là au profit du gouvernement provincial. Et par la suite, il ne se préoccupe pas de savoir comment ces fonds-là sont utilisés. C'est lui qui l'avait même annoncé publiquement, ici dans la ville de Kinshasa. Mais c'est lui. Il se plaint combien de fois, moi j'ai élevé la voix pour dénoncer le détournement de ces 2 650 000 $. Aujourd'hui que je parle, n'est-il pas au courant? Alors j'ai interpellé les ministres provinciaux des Finances pour qu'ils viennent s'expliquer sur la question, qu'ils nous donnent la liste de toutes ces ONG. Je veux des preuves, j'exige des preuves, puisqu'il est dit dans la loi sur le passation de marché, contrat de gré à gré ou appel d'offres, vous devez exiger de souscripteurs de preuves de viabilité de leur entreprise. Il faut que nous amènions tous ces éléments-là. Qui reçoit combien? Existe-t-il des justificatifs? Nous devons voir clair dans cette affaire. En réalité, les gens se partagent cet argent. 2 650 000 $. Très bien. Ils se les partagent depuis plus de 2 ans, au jour d'aujourd'hui. Très bien, honorable Mike Mukeba. Depuis que vous avez déposé la question orale avec débat adressé au ministre des Finances et du gouvernement provincial de Kinshasa, y a-t-il eu une suite? Il y a eu une suite, la question a été transmise à qui des droits. Et une date a été fixée, c'est vendredi prochain, le 18 novembre, qui viendra répondre devant l'Assemblée plénière. Et moi, je l'attends. Très bien. S'il ne convainc pas. S'il ne convainc pas, oui. Mais alors, j'ai plusieurs tours, je ne dirais pas dans mes manches, mais j'ai plusieurs tours dans le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Clairement. Non, je ne dis rien à ce stade ici. Très
Très bien. On va voir ce qui va se passer. Vous n'êtes pas la première expérience des questions orales avec débat. Non, c'est la première expérience. Non, j'avais déjà adressé une autre question orale avec débat que j'avais conclue par des recommandations. Celle-là, c'était à l'endroit du directeur général du fonds d'assainissement de Kinshasa, FONAC. Encore une autre structure spécialisée qui est exclue. Qui n'est pas utilisée. Dans la gestion de ce 2 650 000 $. Parce qu'en fait, les FONAC, c'est la structure qui collecte tous les fonds qui viennent en termes de ce qui est dû à la ville pour l'assainissement et qui les canalise alors vers la Raskin. FONAC aussi écarté complètement. Écarté. Il y a quelqu'un qui écarte ça. Qui c'est? Ça doit être le gouverneur. Mais c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Pourquoi n'avez-vous pas alors interpellé le gouverneur en personne? Le gouverneur, non, c'est sur une question spécifique. Il s'agit d'une question spécifique. Parce que la question de l'assainissement, c'est une question non, globale. Non, c'est une question, mais elle est globale, elle concerne la ville, mais elle est spécifique. Elle est liée à un point donné. Le gouverneur, vous ne pouvez l'interpeller qu'en matière de politique générale. Oui. Là, c'est une question spécifique qui concerne la gestion des fonds provenant du gouvernement central. Donc, c'est vraiment spécifique. Très bien. On va clôturer cette question de l'Assemblée De provinciale. toutes les façons, il ne peut rien pour attendre, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il ne peut rien pour attendre. Merci beaucoup, honorable Mike Mukebai. Nous allons changer de chapitre. On va aborder cette fois-ci la question de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, après le discours du chef de l'État, un message au cours duquel il a fait appel aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de faire taire les divergences et de rejoindre le front commun pour sauver la patrie en danger. Depuis, il y a eu quand même quelques réactions de part et d'autre. On retient ici d'abord la réaction de Moïse Katumbi Chapwe qui a réagi tout de suite après le discours du président de la République. Il a fait quelques recommandations. Et honorable Mike Mukebai, pensez-vous que le gouvernement de Kinshasa, on va dire Félix Tshisekedi, va finalement adhérer aux recommandations de Moïse Katumbi? Non, il adhérera mettre en place des conditions favorables pour l'unité nationale qui favoriseraient le retour de la paix à travers la lutte contre les armées. Ce fameux discours, cet appel à l'unité, c'est pour le besoin de la consommation simplement. On va se montrer fédérateur et prendre les autres à défaut. Montrant aux Congolais que je suis disposé à composer avec toutes les forces politiques. C'est plutôt eux qui ne sont pas sensibles à la cause nationale. En ce moment, le pays est agressé. On connaît ces jeux-là. Il ne nous aura pas à ces jeux-là. Vous avez quand même répondu. Oui. Remarquez, moi je n'aurais même pas répondu. Donc, vous a été assez gentil. Vous ensemble, oui. Vous avez regardez combien le pays est déchiré. Des acteurs politiques majeurs, je prends le cas de Jimmy Kitenge, secrétaire national du PPRD, détenu d'abord à l'ANER, ce qui est très très grave, parce que lui, le chef de l'État, nous avait promis à l'époque que la priorité des priorités à lui était qu'une fois au pouvoir, il allait fermer tous les cachots clandestins. Il n'y aura pas de prisonniers politiques. Donc il n'a même pas de parole. Alors, qu'est-ce que ça vaut son appel à l'unité? Qu'importe, je ferme cette parenthèse-là. Détenu à l'ANER, transféré à Makala et il n'a jamais comparé. Voilà plus de 4 mois. Il n'a jamais comparé. La dernière fois qu'il ça a été présenté devant un juge, c'est il y a quelques jours en chambre de conseil. De tous ces temps ici, même sa détention était devenue illégale. Il n'est jamais passé en chambre de conseil. Et je peux t'en citer comme ça, des exemples, ce sont légion. Des Congolais qui sont martyrisés ici dans ce pays. Fayoulou qui rentre de l'extérieur hier. Lui et ses partisans sont gazés. On parlera de lui aussi. Sont gazés. On parlera de lui. Et vous voulez parler d'unité nationale? Kabounda enfermé. Alors, vous dites... Sa femme a des pépins, des soucis avec la justice. Vous dites Kabounda injustement arrêté. Sa femme a des pépins avec la justice. Voyez-vous... Des démêlés judiciaires. Oui. Kabounda, qui a bénéficié d'un arrêt de la Cour de cassation, qui l'assigne à résidence, est toujours détenu à Makala. Et personne n'en parle. Quand même, chapeau bas, je tire une fière chandelle à Ados Ndombassi, qui a déposé la question au bureau de l'Assemblée nationale sur la détention
irrégulière de Kaboul, mais jamais la question n'a été soumise à débat. Elle n'a pas été alignée. Donc ce n'est pas un souci pour Christophe Mbosso, dit préfet d'école. Non, pas un souci pour lui. Et c'est dans ces conditions que vous voulez que le Congolais se mette ensemble. La cohésion, elle s'est créée autour des valeurs, autour du vouloir vivre ensemble. Mais quand vous déchirez le Congolais et que par la suite vous venez appeler à l'unité, êtes-vous sincère? Je me pose la question. Quant à savoir si nos recommandations seront prises en compte, je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup que ces recommandations-là seront prises en compte. Je ne crois pas beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé certaines de ces recommandations qui, à mon point de vue, ont été très pratiques sur le plan stratégique. Notamment cette recommandation, par exemple, qui demande à ce que nous cherchions un allié de taille ici, dans la région, pour pouvoir renforcer notre position. Et même le Luanda a été cité. C'est une recommandation, à mon point de vue, qui vaut son pesant d'or, qui est importante. Quoi. Donc c'est cela. Donc s'il ne les prend pas en compte, nous avons fait notre travail. Votre bonne foi, comme toujours. Oui, comme toujours, notre bonne foi. Quoiqu'elle a été chaque fois abusée, cette bonne foi-là. Nous voilà encore là, de faire des recommandations. Le reste, c'est ce qu'il en fera, ne nous regarde pas. Honorable Mike Moukéba, il y a une polémique qui était avant, mais aussi qui a été amplifiée après la sortie médiatique de Moïse Katumbi, le président d'Ensemble pour la République. Moïse Katumbi, selon certaines personnes, n'a pas dénoncé nommément le Rwanda. Et c'est pourquoi. Bon, attendez, moi je veux bien, parce que les gens tiennent à tout prix à ce qu'ils disent clairement qu'ils dénoncent le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, si vous remarquez très bien dans la recommandation, dans notre déclaration, le terme agression est clair. Et quand nous parlons agression, donc nous savons qui nous agresse au jour d'aujourd'hui. Alors si les gens tiennent à tout prix, je ne pense pas que c'est de les dire qui change la donne sur le terrain. C'est plutôt l'agir. De les dire, les gens l'ont dit, nous l'avons dit, redit. Il y a quelques mois ici, moi-même, je me suis retrouvé en treillis sur le plateau de télévision, appelé en soutien au FARDC. Qu'est-ce que ça nous a donné? Je revois encore des gens dans la rue, vont se mobiliser, l'Église catholique, bravo à elle, qui va organiser une grande marche. C'est bien, ça pousse à la cohésion nationale, mais en termes d'effets sur le terrain, réellement, qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte rien. Ça ne change pas profondément les rapports de force. Donc, passons à ce qui est beaucoup plus fondamental, plutôt qu'à polémiquer autour de certaines considérations qui ne nous font pas avancer. Je ne peux pas vous dire ici ce que Katumbi fait diplomatiquement dans cette crise pour la République démocratique du Congo. Je ne suis pas autorisé à les dire ici. Énormément de choses. Mais vous verrez que le jour où nous serons là, cette question va se régler. Très bien. Alors, parmi les recommandations de Moïse Katumbi, en disant clairement qu'il faut trouver un allié de taille comme la République d'Angola, quasiment c'est un désaveu vis-à-vis de la communauté East Africa à laquelle nous appartenons. Je vous informe que les négociations reprendront dans le jour qui vient parce qu'un facilitateur a été déjà nommé pour cela. Est-ce que ce n'est pas un acte qui confirme que Félix n'a pas répondu à votre appel? Il persiste toujours dans cette communauté qui, par contre, par ailleurs, a déjà prouvé de ses limites par rapport à la résolution de la crise. Mais cette communauté est-africaine, c'est elle qui a déjà la main sur la crise. Comment vous allez vous détourner d'elle pour aller vers un autre? Et l'allié auquel nous faisons allusion, ce n'est pas allié pour nous servir de médiateur, c'est un allié pour nous appuyer militairement. C'est deux choses différentes. Oui, il est regrettable de constater au jour d'aujourd'hui que cette communauté-là ne joue pas en notre faveur. Mais ce n'est pas la faute à la communauté est-africaine. La faute, c'est à Félix Tshisekedi. Il a embrassé cette communauté, à peine arrivé, les voilà qui s'engagent pour que cette communauté nous aide dans cette crise. Nous n'avons même pas encore des experts au niveau de cette communauté. Parce que vous devez y placer des experts qui vont travailler avec les autres, participer aux travaux préparatoires chaque fois qu'il y a un sommet en vue. Et comme ça, vous savez comment la machine fonctionne. Donc nous ne savons même pas comment cette machine fonctionne. Nous n'y avons pas encore placé des experts. Et là-dedans, 2, 3, 4 pays nous sont hostiles, ouvertement hostiles. Le Rwanda, l'Ouganda, les Burundi nous sont hostiles. Historiquement connu. Mais même au jour d'aujourd'hui, si nous sommes en guerre, c'est contre le Rwanda. Et on ne cite plus tout le temps
Katumbi, lui, est attaqué sur cette question du Rwanda, de la présence rwandaise sur le sol congolais, mais on cite très peu l'Ouganda. Comment est-ce que l'invasion M23 a été rendue possible si l'Ouganda, lui, n'a pas joué à la complicité? La frontière de Bunagana, ce n'est pas une frontière avec le Rwanda. C'est une frontière avec l'Ouganda, donc l'Ouganda a été pour quelque chose dans cette évasion-là. Donc, une communauté dans laquelle 3-4 membres nous sont hostiles, c'est là-bas que Félix Tshisekedi va chercher la solution à notre crise. Et là-dedans, le Rwanda, il règne à maître, à tisser des affinités de longue date, avec les Kenyans, avec l'Ouganda. Et il y a une autre question qui se pose au jour d'aujourd'hui. C'est là que je me demande si Félix a des épaules pour porter le Congo. Vous l'avez vu jubiler presque comme un enfant devant un jouet quand il s'est retrouvé en face de France 24 RFI à New York pour dire « Ah, les Kenyans arrivent, ils vont débarquer par Bunagana. Non seulement qu'ils ont mis beaucoup de temps à venir, mais ils n'ont pas débarqué par Bunagana. Les voilà qui débarquent à Goma. Mais alors, il affiche de l'assurance pendant qu'il se pose un problème sérieux. Même ces débarquements kenyans, il ne rassure en rien. La question fondamentale des finances se pose. Qui financera cette opération? Et pour combien de temps? Le Kenya vient d'arriver pour 6 mois. Donc il faudra rallonger, rassurer que les moyens seront mis à disposition. Sinon, un jour, ils vont plier bagages et repartir. Et remarquez ceux qui sont intervenus chez nous, Burundais et Ougandais. Ils ne sont pas intervenus en harmonie avec nous, en synchronisation avec la République démocratique du Congo. Chacun est intervenu dans l'orientation claire de ses intérêts, stratégiques, économiques. L'Ouganda, qu'est-ce qui l'a intéressé? D'éloigner les ADF de sans frontières. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, de sources au jour d'aujourd'hui, il confirme, ils ne combattent pas les FDLR, parce qu'ils ne veulent pas connaître de lourdes pertes en matériel et en hommes. Ce qu'ils cherchent, c'est simplement d'effaroucher les FDLR et de les éloigner le plus possible de leurs frontières. Quand ils auront atteint cet objectif, c'est fini. Ils repartiront chez eux. Le Burundi aussi a traversé pour des soucis à lui. Les rebelles burundais. Et bien finalement, que vaut cette intervention? Elle va dans tous les sens, il n'y a pas de coordination. Est-ce qu'il y aura une coordination centrale pour les 3 corps expéditionnaires qui sont chez nous? Ougandais, Burundais et Kenyans. Est-ce qu'il y aura une coordination? Je ne crois pas. Chacun est venu à sa date à lui, avec son agenda à lui. Alors comment faire confiance à une telle communauté? Il n'y a que Tshisekedi qui pouvait le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Lui-même a dit l'option diplomatique a échoué. Les résultats, il n'a pas eu de résultats escomptés. C'est ça. C'était ça les mots du président de la République quand il a évalué lui-même ses options diplomatiques lors du message qu'il a adressé à la nation. Sur terrain, l'approche militaire, parlons-en, Mike Mokibai, Kiwanja, récupéré, on a vu des Sukhoi survoler l'espace aérien congolais et rwandais. Ça rassure quand même du côté FRDC, malgré le fait que... La question principale, quand nous parlons du rapport d'effort sur le terrain militaire, c'est cette question que très peu abordent ici dans la ville de Kinshasa. La question sur notre accès aux armes, les armes tout type. Les Nations Unies nous ont imposé le régime de notification et il nous est difficile d'accéder à des armes sophistiquées. Il y a un certain nombre de types d'armes auxquelles nous ne pouvons pas accéder et c'est cela notre grand malheur. Et les gens ont tendance ici à dire qu'il y a un complot international contre la République démocratique du Congo. Nous ne cherchons pas à nous présenter en interlocuteur sérieux devant le monde. Nous préférons pleurnicher. Il n'y a pas de complot? Non, il n'y a pas de complot. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Seulement, nous ne sommes pas sérieux devant le monde. Nous avons adhéré à un traité régional ici, dans lequel vous retrouverez les mêmes membres de la communauté est-africaine. Il y a la CIRGL. Les traités sur le contrôle des armes légères et des petits calibres. Ces traités-là nous imposent certaines contraintes. Qu'avons-nous accompli depuis 2008, date de la signature de ces traités? Ça fait 14 ans. 14 ans, qu'avons-nous accompli comme progrès? Aucun, zéro.
Nous ne donnons pas assez de garanties au monde sur le contrôle des armes chez nous. Nous ne donnons pas de garanties. Nos armes ne sont toujours pas marquées. J'ai passé 2 mois et des semaines ici à sensibiliser l'opinion sur cette question. Je me disais à un moment donné que la mayonnaise commençait à prendre, mais personne ne s'en est ému. Sur la question de la Commission nationale de contrôle des armes. Nos armes ne sont pas marquées, ne sont pas identifiées. Pourtant, ces traités l'exigent. Le monde craint que si nous accédons à des armes plus sophistiquées, que celles-ci tombent entre des mains incontrôlables des groupes armés. Il s'est déjà produit par le passé qu'après marquage de quelques armes, et marquage d'ailleurs opéré sous pression de la MONUSCO, que par la suite, des affrontements aient eu lieu, que sur des captifs rebelles qu'on retrouve des armes marquées FARDC. Comment voulez-vous que le monde vous fasse confiance? Ça, personne n'en parle. Lutundu la Christophe, il ne peut pas en parler. Tout ce qu'il sait faire, c'est de crier à un complot. Il y a un processus dans lequel nous avons adhéré et il faut donner des garanties au monde. Marquer nos armes. Nous avons reçu des machines gracieusement de la conférence régionale sur cette question de contrôle des armes. Que faisons-nous de ces machines-là? Ben, rien du tout. Dites-moi, posez la question aux responsables de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi. Où est le moindre dépôt d'armes qui a été construit? Où est la moindre armurerie qui a été construite? Quant à ce qui concerne les contrôles à proprement des armes, déjà qu'elles ne sont pas identifiées, le serveur central qui est installé à Kinshasa connaît des dysfonctionnements régulièrement. Même s'il venait à tourner normalement, il va recevoir quelles données parce que la collecte à l'intérieur du pays ne s'effectue pas. C'est toutes ces questions auxquelles nous ne répondons pas et le monde n'a pas confiance en nous. Ça, c'est débat. C'est à cause de ces problèmes que les côtés de sécurité ne voudraient pas lever cette notification, ces régimes de notification. Mais attendez, mais c'est là tout le problème. Les armes sur qui ici passent de mains officielles à des groupes armés. Et si demain vous avez des armes beaucoup plus sophistiquées, prenons que le monde vous livre des HIMARS qui ont permis aux Ukrainiens de faire la différence face aux Russes. Alors, regardez les dégâts qui vont être causés dans la région. C'est cela l'une des clés, c'est là la question. Et ce que je regrette, c'est que ça, je vous fais la remarque à vous, presse, c'est que ces débats-là, il n'est pas mis sur la place publique. De notre responsabilité en ce qui concerne le contrôle des armes légères et des petits calibres. Quand vous allez, quand vous allez côté Rwanda, je cite le Rwanda en exemple, je sais que ça va énerver certains, en déplaise à certains. Quand vous allez côté Rwanda, on vous dit marquage des armes côté police, 100%. Marquage des armes côté armée, 98%. Il est élève modèle, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que le monde prend les choses. Donc, battons-nous d'abord. La dernière fois que nous devions participer au débat sur cette question d'embargo, régime de notification, la RDC devait faire le déplacement avec une délégation de 15 membres, conduite par la Commission nationale de contrôle des armes, dont par son patron, Patrick Combé. À la veille de ces déplacements, la délégation s'entendra dire que les moyens ne sont pas disponibles. Pour 15 membres, 15 seulement, pour une question aussi sensible, aussi technique. Importante. Et pour finir, il n'y en a que 2 qui ont fait le déplacement avec leurs propres moyens. S'il te plaît, tu te rends compte un peu. Et ils se sont retrouvés à New York en face d'une délégation rwandaise composée de 30 membres. C'est des questions hautement techniques. Vous êtes là en contradictoire. Par moment, vous devez vous retirer, réfléchir pour rebondir avec la réplique. Et vous n'êtes qu'à 2. Et sur place à New York, vous organisez ce qu'on appelle des side events, donc des événements parallèles de conférences. C'est en fait pour faire du lobbying. Vous invitez les autres pays, vous convaincez tout ça, c'est autour d'un dîner, ainsi de suite. C'est 15-20 000 $, vous organisez un side event. Nous n'avons pas organisé un seul side event, faute de moyens. Et pendant ce temps, le Rwanda, lui, sa délégation, organisait chaque jour un side event. Donc c'est donc maladresse qui participe aujourd'hui au maintien du régime de notification. Maintenant, je vais révéler quelque chose. On a une diplomatie agile. Je vais révéler quelque chose. Ouais. Vous savez où il est au jour d'aujourd'hui, le patron de la Commission nationale de contrôle des armes? Il serait où? Légère et des petits pas qu'il serait, il est. Vous savez, il est où? Il est où? Il est à Makala. Il a été arrêté pour quel fait? J'ai laissé passer cette information depuis, aucun média ne l'a donné.
Et vous savez, il est poursuivi pourquoi? Pourquoi? Soupçonné des trafics d'armes. Vrai ou faux? Mais si jamais la communauté internationale apprend que le patron lui-même de l'instance qui est chargé de contrôler les armes est poursuivi et soupçonné des trafics d'armes, vous voyez ce que ça fait. Mais je sais par ailleurs que c'est faux. Qu'en fait c'est un montage pour lui régler des comptes. Alors réglons d'abord cette question de régime de notification. Nous-mêmes en interne. Nous-mêmes d'abord. Bon, encore une question, la plus simple. Vous savez qu'ici chez nous, la législation en matière de gestion des stocks d'armes et de munitions est une législation vieille de 1985. Vieille de 1985, où il a encore fait état dedans du président du mouvement populaire de la Révolution. Il faut l'adapter à l'évolution. Il faut l'adapter aux réalités du monde d'aujourd'hui. Une réforme a été entreprise en 2012 et le projet ou la proposition a été adoptée à l'Assemblée nationale, au Sénat, et jamais homologuée, promulguée jusqu'à ces jours. Simple législation. Et quand le monde voit ça, qu'est-ce que le monde s'est dit? On n'a pas de données techniques pour quand le monde voit devant ça, la communauté internationale. alors, c'est ça la question. Alors, le reste, ce n'est que gesticulation. Ce que nous faisons là, deux Sukhoi qui survolent jusqu'au Rwanda. Jusqu'à Rubavu au Rwanda. Notre espace aérien. Et il y en a un qui atterrit au Rwanda. Mais ça, c'est très grave. C'est une humiliation, ça. Comment est-ce que notre... Qui a humilié qui? Attends. Mais c'est le Rwanda qui nous a humiliés. Lorsque notre avion atterrit notre Sukhoi atterrit chez lui. Ça signifie des hypothèses où les pilotes ne connaissaient pas assez bien le terrain, ce qui est très grave. Donc il s'est égaré pour aller atterrir au Rwanda, puisqu'il pouvait se faire abattre. Voyez-vous? Il pouvait se faire abattre. Ou ce sont les Rwandais qui l'ont repéré et l'ont obligé d'atterrir. Et donc, on sont entrés en communication avec les pilotes pour dire, monsieur, vous atterrissez, sinon nous abattons l'avion. Dans tous les deux cas, c'est ridicule pour notre pays que notre avion aille atterrir en territoire ennemi. Et heureusement qu'officiellement, nous ne sommes pas en guerre avec le Rwanda. C'est vrai que le Rwanda soutient le M23, mais il n'y a pas de guerre déclarée entre les deux pays. Mais sinon, le Rwanda a confisqué cet avion. Ridicule. Et puis bon, Sukhoi, un avion de 1970 à 750 km, c'est sa vitesse maximale, pendant que vous avez aujourd'hui des avions de chasse à plus de 2500 km². C'est avec vous ça voyez que vous allez faire... C'est avec ça qu'on a récupéré Kiwanja. Vous, je ne veux pas mettre en doute ces informations-là. Vous êtes sûr de ces informations qui ont été données. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Je suis un homme informé. Très bien. Il y a par moments où je dois me taire, puisqu'il s'agit du patriotisme. Et je suis politique. C'est peut-être ça. Vous croyez faire la différence avec deux Sukhoi 25? Et vous croyez faire la différence? Ici, je parle d'une question technique. Ce n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer. C'est une question technique. J'émets un avis. Puisque même en temps de guerre, la contradiction doit demeurer. Sinon, celui qui nous conduit va nous égarer et nous allons tous nous retrouver dans l'abîme. Très bien, honorable Mike. Il ne faut pas qu'au nom de la guerre, on fasse taire le silence absolu. La contradiction. Ah non. Très bien. Pas du tout. Je vais mettre de l'eau au moulin. Honorable Mike Mukibai, avec qui nous débattons, nous échangeons sur ce plateau de Patrick Lokala TV. Honorable Mike Mukibai, lorsque Christophe Lutundula parle du complot, il y soutient quand même son argumentaire en disant, bon, écoutez, on a vu le secrétaire général... Quand il ne paye pas, quand nous ne payons pas nos diplomates à l'étranger, ça c'est un complot qui se taise. Vous êtes incapable de payer, vous devez alors fermer ces représentations diplomatiques-là. Quel ridicule! Ça, c'est un complot? Vous êtes incapable de payer. Alors, si vous ne pouvez pas payer, si les pays ne peuvent pas, n'en a pas le moyen, vous fermez les représentations diplomatiques concernées. Posez-lui la question si c'est un complot. Quand il est incapable de mettre à disposition des Congolais des imprimés des valeurs de passeport, ça, c'est un complot. Ça fait un mois que je cherche mon passeport. Non, posez-lui la question. Qui l'a empêché d'acquérir des passeports pour les Congolais? Vous êtes irresponsable, inconscient, incompétent, incapable, et la faute c'est l'autre. C'est cela. La faute c'est toujours l'autre quand on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. En fait, c'est le paresseux de la famille, incapable de chercher du boulot, fainéant, et chaque fois qu'il lui est posé la question de savoir qu'est-ce qui t'arrive, non, c'est le mauvais sort qui m'a été jeté par l'oncle. C'est cela. Quand ce n'est pas le Rwanda à côté, c'est la communauté internationale. Mais je pose la question. Et les diplomates qui ne sont pas payés? Si nous n'en avons pas le moyen, fermez.
Attendez, les Jeux de la francophonie, c'est un moment d'image très très important. Le Lutundula, il est concerné dans une grande mesure, large mesure, par l'organisation des Jeux de la francophonie ici. Qui nous a demandé d'organiser les Jeux de la francophonie? C'est de notre propre gré que nous avons sollicité et ça nous a été accordé. Posez-moi la question, nous sommes à quel stade aujourd'hui des préparations? Les ouvrages, les infrastructures sportives sont à quel stade? Nous devons livrer, les derniers contrôles s'effectuera au mois fin mars prochain. Les ouvrages ne sont même pas encore à 30%. Laissez-moi vous poser Non, laissez-moi y aller. Allez-y. Les ouvrages ne sont même pas encore à 30%. Les infrastructures sportives. Moi, j'ai fait un peu de gym chaque dimanche au stade des Martyrs et je passe par là, je vois ces infrastructures sportives-là. Et ce qui est très grave, nous avons été incapables de construire le village olympique. Qu'est-ce que nous proposons maintenant à l'OIF? Non, d'installer les athlètes et les délégations qui les accompagnent sur un campus universitaire. Avez-vous déjà vu ça? Et vous voyez la distance qui sépare l'UNIKIN, le campus universitaire de Kinshasa, et le stade des Martyrs, et les pilotes, et pardon, les athlètes vont faire des va-et-vient tous les jours. Vous vous imaginez un peu? Qui nous a demandé d'aller nous faire ridiculiser comme ça? Si nous n'étions pas capables, nous n'avons qu'à évaluer, à nous rendre compte que ce n'est pas le moment d'organiser les Jeux de la francophonie. Très bien. Laissez-moi vous poser la question sur les complots dénoncés par Christophe Lutundula Palapena Palale, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui dit, voilà, quand on pose la question à Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, dit les M23 a des équipements sophistiqués comme une armée classique. La question de savoir d'où viennent ces équipements, Antonio Guterres a dit ça vient de quelque part. D'après Christophe Lutundula, ces équipements viennent du Rwanda. Et pourquoi le Conseil de sécurité maintient le régime de notification lorsqu'un groupe armé est doté en matériel par un pays voisin? Je vous dis, mais je l'ai dit ici, c'est une question de confiance. L'année dernière, des affrontements qui ont opposé les forces régulières congolaises à un groupe armé ont débouché sur la capture de quelques rebelles. Et comme il avait été effectué auparavant un marquage d'armes, on a retrouvé 40 armes AK des FARDC du côté du groupe rebelle. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Je suis très désolé, mais je vais paraître cynique. Le Rwanda a réussi à inspirer confiance. C'est autant que nous aussi, nous devons jouer et peser. Pourquoi cette préférence que nous croyons que le monde accorde au Rwanda plutôt qu'à nous? Pourquoi pourquoi quand Lutundula dit que ces équipements que les M23 possèdent viennent du Rwanda, vous ne voulez pas croire? Bon, j'y crois maintenant et ça fait quoi? Et qu'à ce moment-là, le Rwanda devrait aussi être sanctionné. Non, attendez. Par la même j'y Nations crois. Unies. Lutundula amène ce que tu as dit, ça change quoi? Et il devrait être sanctionné, encore un souhait. Plutôt que d'agir, que des souhaits. Plutôt que d'agir, de faire monter le Congo en puissance en termes militaires. Plutôt que des souhaits, que des vœux. Et c'est cela le travail du ministre des Affaires étrangères. Que des vœux, que des souhaits. Oh, ça, c'est terrible. Voilà, on continue les échanges. Honorable Mike Mukibai, s'agissant du complot, vous balayez d'un revers de la main qu'il ne s'agit pas d'un complot, il s'agit bien entendu du désordre qui existe dans le traitement de cette question technique sur l'embargo ou le régime de notification qu'on nous a imposé. Mon cher ami, laisse-moi le dire, j'aurais pas aimé le dire, mais que le Congolais me laisse le dire, le monde est cynique. Et face à un monde cynique, vous devez vous aussi vous construire et pouvoir répondre aux menaces et établir un rapport de force. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Israël occupe au grand jour les terres palestiniennes. Que des dénonciations. Qu'est-ce que ça a changé réellement sur le terrain? Qu'est-ce que ça a changé? Plutôt que d'être en situation de victime et de pleurer tous les jours, montons l'armée en puissance. Je l'ai déjà dit ici. Travaillons à recréer les confiances avec le monde pour que nous accédions aux armes les plus sophistiquées. Demain, nous allons implanter la dissuasion à Goma, à Bukavu, et le Rwanda ne s'amusera plus. Le Rwanda est renseigné sur notre capacité militaire, comme d'ailleurs tous les pays des voisins ici. Les États se renseignent les uns sur les autres, sur les capacités militaires. Exactement. Alors quand le Rwanda se risque sur notre sol en soutien au M23, il sait qu'il n'y aura pas de réponse. Il le sait. Si nous installons la dissuasion à Bukavu, à Goma,
une dissuasion capable d'atteindre le Rwanda, d'atteindre Kigali, Kigali ne bougera plus. Alors arrêtez de pleurer. Arrêtez-moi ça. Très bien. Par rapport aussi à l'armée, parce que nous restons sur le volet militaire, Martin Fayulu a dit qu'à 3 ans, 4 ans, on peut réformer une armée, la rendre compétitive et servir de dissuasion, comme vous le dites, sur les antennes de TV5 Monde. Il a été très dur envers le président de la République, qu'il a traité des mots durs, je ne vais pas y revenir, mais au moins, vous y croyez quand même à la réforme qui aurait dû être amorcée dès l'arrivée. Ce n'est pas à y croire, il y a nécessité. Ce n'est pas à y croire, il y a nécessité de réformer. Dans 4 ans, on pouvait quand même avoir une armée telle que le président Martin Fayulu. Il y a nécessité de réformer notre armée, comme bien d'autres segments de la vie nationale. Il faut réformer l'administration congolaise. Ici, tout est pratiquement en moule. Nous avons hérité, donc pas nous, lui, Félix Tshisekedi a hérité de Joseph Kabila, un pays complètement par terre. Mais nous nous attendions à quelques avancées en 3-4 ans. Je ne dis pas, je ne suis pas expert dans le domaine pour me risquer. Vous hasardez dans cette hypothèse. Dans les 3-4 ans. Mais j'ai dit, on peut accomplir des choses dans les 3-4 ans. La première des choses à accomplir, par exemple, là, c'est d'obtenir que le monde lève le régime de notification. Et ça, en une année, cela implique une organisation interne. Oui, cela implique un sérieux interne. En une année, nous pouvons travailler à l'interne, nous présenter devant la communauté internationale et la persuader d'élever le régime de notification. Parce que l'élever le régime de notification va déjà nous permettre de créer un certain rapport de force. C'est qu'en ce moment-là, nous pouvons à tout moment nous équiper de tel ou tel type d'armes, tout dépendant de nos moyens. De nos moyens. Très bien. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, lui, Martin Fayulu, qui a traité le président d'incompétent, d'irresponsable, n'ayant pas de ressources intellectuelles, est rentré au pays. Il était prévu une marche de soutien au FARDC. La marche a été reprimée dans la plus grande violence. Alors, Martin Fayulu rentre sur la terre de ses ancêtres et ses partisans se mobilisent pour lui réserver un triomphe. Vous les en empêchez. Et vous vous appelez après à l'unité nationale. Qui avait-il de mal que les fayoulistes se mobilisent hier? Avec le discours qu'il a tenu sur TV5 Monde. Ah, donc maintenant on utilise les instruments de l'État pour régler les comptes à un individu. Donc ça a piqué les chefs de l'État et il s'est énervé, dit à son retour. Ces propos ont fait mal quand même. Ils ont fait mal et c'est comme ça que ça se règle. C'est comme ça que ça se règle. Ces propos ont fait mal, alors on utilise les instruments de l'État contre un individu, contre un groupe de Congolais. Et après, vous appelez à l'unité nationale, bah, à quoi vous jouez? Non, j'ai été choqué. Je viens tout à l'heure, là, je suis passé par un plateau de télévision avant de venir ici. Je suis tombé sur deux jeunes gens qui accompagnaient Prince Epengé. Il y en a un qui portait un gros bandage, là, qui a été grièvement blessé hier. Que des enfants congolais, de jeunes, se fassent molester ici par nos policiers pour le simple fait de s'être rendus à l'aéroport, accueillir leur leader. Les images d'une autre époque que nous revivons aujourd'hui, d'une autre époque. Je tenais à associer ma voix à Martin Fayulu et à dénoncer cette répression barbare. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes quasiment à la fin de ce cycle-là. Avec ce que vous avez vu hier, là, Martin ne va plus rejoindre les trains de l'unité nationale de la cohésion. Oh, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ou ce sont des surenchères. Je ne sais pas. Mais les trains, là, il est à quelle gare, les trains de l'unité nationale? Depuis qu'il a lancé l'appel, vous avez vu qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a changé de l'unité? Il n'y a pas de faisabilité. Il n'y a pas de comité technique pour la faisabilité. Attendez, vous vous retrouvez autour d'une table. Admettons, quand Kabila a anéanti les M23 en 2013, ouais. Y avait-il eu au préalable une table ronde, question de consolider l'unité nationale? Nous ne sommes pas désunis autant que certains veulent les présenter. Chacun d'entre nous, dans son coin, en tout cas, les principaux leaders politiques ici, tous quasiment en préposition contre l'agression, ont dénoncé la présence du Rwanda. De quelle unité va-t-on parler? Bon alors, allons-y dans la voie de cette unité, nous nous retrouvons autour d'une table, et puis nous disons quoi? Chacun apporte son idée, et encore, qu'il faudra se demander qui va faire la synthèse de toutes ces idées. C'est lui, Félix Tshisekedi, qui prendra ce qui lui plaît, qui rejettera ce qui ne lui plaît pas, et puis il décide, il y va. Et alors, ça change quoi dans le rapport de force sur le terrain? Nous sommes en face d'une agression, ce qu'il y a à faire, c'est de faire monter l'armée en puissance et de gagner la guerre.
Et ça, c'est autour d'une table que nous allons le faire. Nous y allons, on s'assoit. Katumbi est là, Fayoulou est là. Chacun les jets, chacun donne son idée. Et puis après. Et puis après, dis-moi. Dis-moi après. Un peu comme on a vu avec de la pure. Un peu comme on a vu. Qu'on a vu avec l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée, ça a été du concret. Le mal, si Katumbi vient des Cachou. L'Union sacrée a été... L'Union sacrée a été une coalition politique. C'est quelque chose de très concret. Donc, l'apport de chacun a fait qu'un nombre a été constitué pour faire basculer la majorité à l'Assemblée nationale. C'était ça. Katumbi s'est déplacé pour assurer Félix que moi, j'ai rallié ta position et que les miens, à savoir 70 députés nationaux, voteront le moment venu en ta faveur. C'était ça, du concret sur la table. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de concret. Qu'est-ce qu'il y a de concret? On discutera autour de quoi? Parce que d'abord, les questions militaires sont des questions de secret défense. Il ne va pas le partager. Il ne va pas le partager avec les autres. Mais nous allons discuter de quoi? De vœux. C'est un appel de façade. Alors. Non, c'est de la distraction. Pire distraction. Non, nous allons discuter de quoi? Dites-moi. Bon, les M23. Nous discuterons de quoi? Concrètement, dites-moi. Que lui-même, d'ailleurs, nous propose l'agenda. Je veux bien qu'il commence d'abord par nous proposer l'agenda. S'il est sérieux dans cet appel-là. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de contenu dans l'appel à l'unité? Qu'est-ce qu'il y a de contenu? Peut-être s'il veut, nous pouvons organiser des mobilisations. Ah, ça, les gens vont le faire. L'Église catholique a déjà lancé un appel. Ouais. Nous l'avons fait par le passé. Très bien. Mike Mukiba Nkosso, il est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu de Lingwala. On va continuer nos échanges avec quelques sujets qui nous restent dans les temps nous impartis par la réalisation. Honorable Mike Mukibaï, encore un scandale à la présidence de la République. Que des arrêts, que d'arrestations. D'après Africa News, photos secrètes transmises à Kigali, les enquêtes se poursuivent à la présidence de la République. Un puissant conseiller et un assistant de Félix Tshisekedi, pistés à leur tour par des enquêteurs après les arrestations du chef de la sécurité interne et du directeur des protocoles du président de la République démocratique. Vous pouvez vous imaginer, vous m'avez posé la question ici sur l'unité nationale, mais vous pouvez imaginer combien les institutions de la République sont faibles. Vous pouvez vous imaginer. Nous ne sommes pas gouvernés. Voilà pourquoi le Rwanda domine sur nous. Voilà pourquoi. Des fuites à ce niveau de responsabilité-là. Des conseillers, de fuites et graves, assistants, des photos prises dans la plus grande confidentialité avec un émissaire du président burundais et qui atterrissent, qui se retrouvent à Kigali qui les publie. En fait, Kigali nous fait un pied de nez, il dit les idiots, les cons, les cancres, les bodets. Et puis personne ne nous fera confiance ici. Parce que tous savent désormais que vous traitez avec eux. Le lendemain, tout ce que vous avez dit se retrouve sur la place publique. Plus personne ne fera confiance au gouvernement congolais. Regardez combien de pays est mal gouverné, transparent. Transparent jusque dans son... Oui, transparent. Vous voyez-vous, lui, le chef d'État se plaignait hier qu'il avait trouvé une armée infiltrée. Mais nous, là, l'infiltration, elle est où? Au niveau le plus élevé. Dans son cabinet. Donc, un puissant conseiller, un assistant du président, vous parlez d'un chef de sécurité, vous parlez protocole du président. Ça, c'est un puissant conseiller qui est visé aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est arrêté ou pas, mais il y a quelques jours, le coordonnateur de la sécurité interne a été arrêté et il est détenu à Makala. Les directeurs de protocole, pareil, et les patrons du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba est assigné à résidence. Vous vous rendez compte comment pouvez-vous faire face à l'ennemi? Ça, c'est nous. Ça, c'est Katumbi qui va proposer des solutions autour d'une table ronde. Regardez comment le pays est dirigé. Quelle honte pour nous. Quelle honte. Même les canards en rient. Quelle honte. Quel ridicule. Alors, si ceux qui sont aux affaires ont affaibli les institutions à ce niveau de responsabilité, qu'attendez-vous de nous?
attendez-vous de nous? Ce que j'ai appris, c'est que semble-t-il, à cette audience, il y avait les deux qui ont été arrêtés, et les photographes, que je connais d'ailleurs, un homme très honnête et très intègre, Chako, je l'ai connu dans ma vie de journaliste, dans mon parcours. Il a été longtemps le photographe personnel d'Étienne Tshisekedi. C'est un homme honnête, intègre. Semble-t-il que la question lui a été posée. Il a dit, à chaque fois que je termine ma séance photo, je retire la puce et je donne à celui-là. Et comment les photos se sont retrouvées à Kigali? Et celui-là, c'est qui? C'est les deux autres qui étaient là, l'un ou l'autre. Comment les photos se sont retrouvées à Kigali? Pour que Kagame se moque de nous comme ça sur la place publique. Il y a des tops, des engins doubles qui alors, travaillent visiblement au service des S'il y a des tops, c'est là. J'ai passé toute la journée à réfléchir là-dessus. Il faut aller les chercher à la présidence, ces tops-là. Ce n'est pas forcément les deux qui ont été arrêtés. C'est tout un système. Parce que l'hypothèse sur la base de laquelle moi je fonde mon analyse, c'est laquelle? C'est qu'une puissance de services de renseignement, quand ils tiennent des tops à eux dans un système donné, ils ne livrent pas leurs tops, ils ne les balancent pas. Si le deux-là était le principal concerné dans cette opération, je ne pense pas que le Rwanda publierait les photos. Parce qu'il y a une top où quand il livre l'information à celui qui l'utilise, disparaît. Non, pas forcément qu'il disparaît. C'est pour que celui-là anticipe. Mais que le Rwanda balance ces tops. Admettons que les deux là. J'ai réfléchi, hein. J'ai réfléchi, je ne suis pas un expert dans le secteur, mais j'essaie de réfléchir. Admettons que les deux là sont des tops au service du Rwanda. Et que ce soit l'un ou l'autre qui ait donné l'information au Rwanda, qui ait vendu le photo au Rwanda. En ce moment-là, je n'imagine pas le Rwanda publier ses photos. Publier les photos signifie que le Rwanda balance sa top ou ses top. Les expose. Les expose parce que là, ils ont été arrêtés. Alors, quand vous avez des tops à ce niveau, elles sont tellement précieuses que vous ne les balancez pas parce que ce n'est pas évident que vous allez en recréer d'autres dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si nous comprenons. Je comprends. Donc, j'avance. Et même alors que c'est facile pour vous de créer d'autres tops, mais si vous en avez d'autres, c'est que les autres tops se mettent aussi à se méfier. Je ne sais pas si vous voyez le climat que vous créez. Comprends, ouais. Un climat de méfiance totale. Donc, moi, plutôt, je réfléchis dans ce sens ici en disant, si ces photos ont été balancées et qu'il n'y avait que ceux deux-là qui ont assisté à l'audience, c'est que la top se trouve ou le top se trouve ailleurs. Ailleurs? Oui, à la présidence, mais ailleurs. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Si c'était le 2, le Rwanda, sachant que ce sont les deux qui étaient à l'audience, le Rwanda n'aurait pas publié les photos, puisque publier les photos signifie balancer les tops. Mais dans ces domaines-là, la trahison existe de manière permanente. Non, vous avez deux tops ou une top à ce niveau de responsabilité dans l'entourage immédiat d'un homme qui est à la tête d'un État important. Mais vous les trahissez pourquoi? Vous les livrez pourquoi? Vous le balancez pourquoi? Et quand vous l'aurez livré, vous croyez que demain vous aurez notre homme de confiance et autant introduit? Donc je reste accroché à cette analyse-là, que si c'est le deux-là qui était le seul à assister à l'audience, c'est que la top ou le top se trouve ailleurs. Ailleurs, très bien. Alors, Mike Moukibaye, c'est une question de sécurité de l'institution président de la République. Comment on en est arrivé là? Le président est entouré de services de sécurité. Il y a le Conseil national de sécurité, il y a l'ANER qui fait le boulot. On ne va pas citer ici tous les services d'intelligence. Allez-y. Si déjà, attendez Mike Moukibaye, si déjà on arrive à balancer deux photos d'une audience secrète, c'est qu'il y a eu pire que ça. Et où sont les services de sécurité, d'intelligence, des renseignements qui sont autour du président? Allez-y vous renseigner sur le profil, le pédigree des hommes qui ont été injectés en masse dans les services de renseignement depuis que Félix Tshisekedi est président de la République. Allez-y sur leur profil, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, je n'en dirai pas plus. Il s'agit des questions secret défense. J'en sais beaucoup là-dessus. Allez-y vous renseigner sur le pédigree, sur le profil des hommes qui ont été placés à des postes clés, des postes de responsabilité, au CNS, à l'Agence nationale des renseignements. Allez-y vous renseigner, vous verrez. Et ça donne ça. C'est cela. Vous avez entendu Péro Louara ici décrier la présence d'un homme qui n'avait aucune formation
dans la garde rapprochée du chef de l'État, parmi les 2 qui se sont fait appréhender à Londres pour port d'armes illégales. Il vous a retracé son parcours. Vigile au départ. Dans un supermarché, il se retrouve là. Voilà, après une formation de 6 mois à Kibomango. Allez-y. Allez-y, posez-vous des questions. C'est cela. Comme je l'ai toujours dit, en fait, si les Congo tient, c'est par l'équilibre naturel des choses. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, par le travail d'un gouvernement qui assure la protection aux Congolais à leur bien. Non. C'est l'équilibre naturel qui fait que nous sommes là et nous pouvons tenir. Autant que les arbres et les oiseaux tiennent. Hein? Non, nous vivons comme les oiseaux. Les oiseaux, ouais, voilà. C'est un peu ça. Honorable Mike Mokebaï, est-ce que le président de la République peut prétendre dire aux Congolais qu'il est en sécurité? Lui? Oui. Ah, peut-être au bord de son tricycle, là. À bord de... Tu n'as pas vu? À bord de son tricycle, il peut dire qu'il est en sécurité. Tu as vu, non? Son tricycle, son 3 pneus. J'en avais vu. Oui, à bord de son tricycle, il peut dire. Mais en dehors de ce tricycle-là, je ne crois pas beaucoup. Tu connais les tricycles, non? Qui nous a exhibé ici. Quand il est revenu, après la fameuse annonce d'atteinte à la sûreté d'État, l'affaire, où en est-on? Il est en sécurité à bord de son tricycle. Cet engin. Oui. Mais c'est pourquoi il s'est montré à bord, non? Mais quand il est dehors? Non, pas du tout. Où en est-on avec l'affaire, comment on s'appelle? François Béa. Alors, dans ces cas... où en est-on avec l'affaire? Quel ridicule. Dans ces cas, je voulais poser la même question par rapport à François Béa. Le chef de sécurité du président de la République, les conseillers en sécurité, n'est pas toujours remplacé. Est-ce que cela ne joue pas négativement? Non, mais je sais qu'il a non seulement pour le président, mais aussi pour la nation entière. N'a-t-il pas été remplacé à titre intérimaire? Il y a eu une rumeur ici parlant de Jean Condé. La rumeur ne s'était pas confirmée, mais officiellement, on n'a pas nommé quelqu'un par... Bon, il s'agit de sa cuisine interne, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. C'est la nation, non? Oui, mais c'est sa cuisine interne. Oui, j'ai pas assez d'informations là-dessus. Je ne sais pas si en secret, il y a quelqu'un qui assume l'intérim. Je ne peux pas, moi, dire comment ça fonctionne. J'ai entendu dire qu'il y en avait un qui assumait l'intérim là-dessus. Un nom a été cité, je pense. Kabongo ou je ne sais qui là. Très bien. Ouais. Je n'en sais pas grand-chose. J'avance avec les questions, honorable Mike Mokebaï. Ce n'est pas un scandale de... Ce n'est pas un premier scandale. C'est un scandale de trop. Bah, pas de trop. Le scandale de trop était déjà... Vous m'en aviez promis un à l'époque où il y avait la situation de Vidé Chimanga. Ouais, il tombera toujours, il finira par tomber, tu peux être tranquille. Mais ce n'est pas le scandale de trop. Ça va continuer. Le scandale de trop est arrivé depuis très longtemps. C'est une banalisation des scandales. On en a maintenant l'habitude. On s'en est plus. Quand ça arrive, on dit... ça vient de la maison de qui? De la maison de Félix. Ouais, ça ne peut qu'arriver. C'est un peu ça. Le scandale de trop est arrivé il y a longtemps. Des trop. Ce qui est formidable, c'est que j'ai l'impression que lui-même ne s'en préoccupe pas. Par insouciance, je ne sais pas, inconscience, je ne sais pas. Sinon, il aurait déjà mis un terme à cette série de scandales. Vous vous rendez compte quand 2 hommes de sa garde rapprochée sont pris à Londres pour port d'armes illégales? Comment vous pouvez comprendre ça? C'est qu'ils ne connaissent pas les protocoles en la matière. Il y en a d'autres qui étaient arrêtés ici pour une affaire de photos vendues. On faisait la vente des photos. Avec ces hôtes. Je vais d'abord vous dire une chose. Regardez ici quand vous circulez dans les villes de Kinshasa. Il y a une pratique qui a toujours cours. Je n'ai rien contre cet homme-là. Et c'est son boulot, il a envie peut-être. Regardez les photos officielles du gouvernement, du chef de l'État sont affichées pour la publicité au profit d'un photographe. Vous trouvez ça normal? Sur Uleri ici, des photos officielles du chef de l'État, brandies comme ça, quelqu'un les utilise pour sa publicité, sa promotion de ses produits. C'est un petit détail, mais ça ne peut pas se faire. Photo officielle du gouvernement, photo de famille, brandies comme ça sur un gros panneau pour la promotion de produits d'un photographe. Je ne vais pas citer le nom, en tout cas son nom apparaît clairement sur tous ces panneaux-là. Où avez-vous vu ça? Ça, c'est un produit de l'État. Il est exclusivité de l'État. Un individu ne peut pas l'utiliser à des fins commerciales. C'est fait là. Ça n'aime personne. C'est depuis Kabila cette pratique. Ça n'aime personne. Donc, les gens n'ont pas l'essence de l'État ici. Non. Félix même passe, il voit la photo, il trouve que c'est normal. Les ministres passent, tout le monde trouve que c'est normal.
Voyez-vous, on nous a imposé ici, il a été dit que les plaques d'immatriculation sont obligatoires pour tout véhicule. Même le chef d'État lui-même, son véhicule porte un plaque d'immatriculation, non? Oui. Hein? Ce n'est pas un plaque ordinaire, mais c'est pas une plaque ordinaire, mais c'est une plaque spéciale. liée à lui, identifiant le président de la République. Mais comment m'expliquer cette pratique? Ici, vous voyez au jour d'aujourd'hui, tous les officiels roulent avec des plaques bâchées. Ça signifie quoi? On vous impose la plaque d'immatriculation, mais puisqu'il faut se singulariser, parce qu'avant, on se singularisait sans plaque. Quand tu n'as pas de plaque, les gens disent, c'est qui là? C'est qui là? Non, maintenant là, on sort avec son véhicule, mais plaque bâchée. On couvre la plaque d'immatriculation. Dites-moi, c'est quoi? Bon, pendant que la plaque là est cachée et sous bâche, c'est quoi? Vous allez à quel rendez-vous qui implique que votre plaque ne doit pas être vue du public? Dites-moi, nous sommes dans quel pays? Et ça s'est fait là. Je l'ai lui fait remarquer à Jimikala tout à l'heure. Là, nous étions sur un plateau de télé et de là, je voyais les véhicules qui passaient. Regardez ces véhicules qui passent là. Plaque bâchée. Mais dans un cortège ouvert par un véhicule de police. Mais lui, là-dedans, plaque bâchée. Dites-moi, l'essence de l'État. Il est dans les petits détails comme ça. Des gens qui prennent des photos du président de la République. Avant que vous ne passiez... Il y a même certains qui étaient aux arrêts pour avoir vendu les photos du chef de l'État avec ses invités. On vendait. Si par exemple Mike Mokeba s'est fait une photo avec Tshisekedi, si vous voulez la voir, vous payez quelque chose, $300 et 400, on vous donne la photo. Ils étaient arrêtés, off, ils sont tous dehors. Certains passent même à la télé. Est-ce que c'est les seuls qui sont dehors aujourd'hui, après avoir été jugés et même condamnés, c'est le seul? Comment mettre fin à ces scandales que nous constatons de temps en temps? Vous posez la question de comment mettre fin à ces scandales. Une proposition au président, par exemple, au cas où il ne serait pas informé. Non, il n'y a pas de proposition à lui faire, c'est sa marque de fabrique. Il faut attendre les prochaines élections et les mettre de côté pour pouvoir donner le Congo entre des mains expertes. C'est aussi simple que ça. C'est sa marque de fabrique. Vous allez demander à un singe d'arrêter de se gratter. C'est ce que ça vous me demandez à moi. Vous dites à un singe, monsieur, le conseil que je puisse vous prodiguer pour votre bien, c'est d'arrêter de vous gratter. Vous n'y croyez plus à Félix Tshisekedi? 4 années après, ça signifie qu'il s'est installé dans ces pratiques-là et les autres qui sont autour de lui ont construit une sorte de nasse dans laquelle il ne peut plus s'extirper. Vous l'avez vu promettre à Mbujimaï, à Kananga, qu'il allait frapper sur ma malversation autour de Tshilé-Joulou. L'a-t-il fait? C'est un chef édenté. Complètement. Son entourage s'est arrangé pour l'affaiblir, pour l'impliquer dans ceci, dans cela, et il ne peut plus relever la tête. Complètement édenté. Vous comprenez? C'est un crotal ou, je ne sais pas, une vipère, mais dépourvu de quoi? Privé de son venin. C'est cela. C'est fini. Il ne s'en relèvera plus. C'est comme ça, les cycles. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous arrivez aux affaires, vous savez, vous entourez, vous commencez et puis vous obtenez vous atteignez une vitesse de croisière et vous portez le pays plus haut. Vous y arrivez et vous êtes mal entouré parce que l'entourage, c'est vous qui les choisissez. Donc, la responsabilité n'est pas à placer sur la tête de l'entourage, mais sur les chefs. Vous êtes mal entouré. Vous commencez directement par le mauvais côté de la montagne, le plus mauvais versant. Vous y allez, c'est fini, vous piquez du nez. Vous savez, c'est comme ça. Mais je ne suis pas expert en pilotage, mais vous savez, il arrive parfois que quand l'avion pique du nez à un moment donné, les manettes ne servent plus à rien. Les manettes de l'avion pour redresser. Et là, vous continuez droit. C'est dans cette situation. C'est le cas de Félix Tshisekedi. Il a piqué du nez et les manettes sont devenues inopérantes. Les manettes de l'appareil, de l'aéronef, sont devenues inopérantes. Très bien. Voilà. Il est dans une lance. Mike Mkeba merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mais il reste quand même, bon, vous voyez, je ne sais pas comment vous allez réagir, mais à l'IDPS, on est en train de destituer Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti, par la commission de discipline du parti CNDP, qui a procédé à sa destitution. Je ne sais pas comment vous allez réagir. De la guerre, de l'autre côté, désordre de la présidence, le parti présidentiel, désordre total. Épargne-moi ça. Très bien. Voilà. Ce que je sais, c'est que la dernière fois, je l'ai vu à Lubumbashi. Ah là, il m'a encore servi à nouveau. Lui, quand il prend...
Plutôt que de les destituer, il faut lui interdire de parole en public. C'est ça la chose la plus... Il faut interdire de parole. Il ne dit parle la pas. dernière fois, dans un meeting, il dit que la République de Congo ne cédera pas un seul périmètre carré de son territoire. Périmètre carré. J'ai dit du Kabouya. Du Kabouya. Il faut lui interdire de parole en public. Plutôt que de le déchoir. Pourquoi? Mais quand il prend la parole en public, c'est pour faire des dégâts. Moi, j'ai l'impression que c'est pas loin de Gaston Lagaffe. Pas du tout. Boum, périmètre carré. Bam, Très bien. On va finir par ces détails. Nous allons directement à l'inspection générale des finances où Gilles Alinguete fait toujours l'unanimité autour de lui et autour de ses performances au niveau de ses services placés sous l'autorité du président de la République. Suivez cet élément de la société civile qui félicite l'inspection générale des finances et son chef de service, l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguete Key. L'association sans but lucratif Vision Sacrée des Jeunes pour la Nation, VSJN en sigle, vient par la présente déclaration féliciter l'inspecteur général de finances, chef de service, M. Jules Alinguete Key, pour son implication personnelle dans la réfection et la réhabilitation totale de l'école primaire Maïndombe 1 dans la commune de Matete. Cet acte prouve à suffisance l'importance qu'il attache à l'éducation et à l'instruction. Condition essentielle pour la jeunesse de la République démocratique du Congo d'acquérir les connaissances utiles au progrès du pays, et c'est dans les meilleures conditions de travail. D'autre part, Vision Sacrée des Jeunes pour la Nation encourage les travaux combien positifs et louables qu'il vient d'abattre en peu de temps en tant qu'inspecteur général de finances dans la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Travail consistant à barrer la route au coulage des fonds publics, à leur détournement, à la corruption. Ces travaux dans lesquels il s'est impliqué avec toute la conviction de servir la bonne cause a fait comprendre aux Congolais et Congolaises les effets néfastes de ces pratiques sur la gestion des ressources de l'État ainsi que dans les rouages de l'administration. Pratiques qui doivent être bannies à jamais. Vision Sacrée des Jeunes pour la Nation apprécie cette évolution positive et souhaite qu'elle puisse en engendrer d'autres de la même nature et constate que ce travail a eu des répercussions très appréciées en dehors du pays. Le secrétaire d'État américain l'a relevé lors de son passage dans notre pays au courant de cette année 2022. L'Union européenne a pris la résolution de collaborer avec l'Inspection générale des finances pour les fonds qu'elle envoie dans le cadre de l'aide publique au développement. Et enfin, le prix des champions de lutte contre les antivaleurs dans la gestion lui décerné par les magazines économiques Forbes lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue en septembre 2022 à New York. Vision Sacrée des Jeunes pour la Nation encourage, mais c'est l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Key, ainsi que toute son équipe d'aller toujours de l'avant avec le même idéal. Fête à Kinshasa le 5 novembre 2000. Merci, nous sommes de retour. Vous avez suivi cette structure de la société civile qui est venue féliciter l'inspection générale des finances à travers la personne de son chef de service, l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguete Key. Comment réagissez-vous? Puisque nous parlons gestion, donc finances publiques, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse que je vais très vite fermer. D'abord sur Jean-Simon Fouti, l'ex-DG de la SNCF. Je ne peux pas comprendre que cet homme qui a été nommé sur ordonnance présidentielle comme administrateur à la Régie des eaux continue de trôner à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Et par ailleurs, j'ai reçu plusieurs agents de l'Office de contrôle congolais qui se plaignent de l'inexpertise, de mains inexpertes qui ont été installées à la tête de l'Office. C'est lui qui est DG, et d'ailleurs son
parcours n'est pas élogieux, celui-là, chef de division santé à Chikapa, où des soupçons de détournement ont pesé sur lui pour qu'il se retrouve, grâce à ses parents qui ont dû l'éloigner en fait de grève des agents là-bas, donc ils ont dû le mettre à l'abri des grèves des agents, il se retrouve à Kisangani et puis le voilà DG, sans aucune connaissance, alors que cet office-là est un office technique qui demande que ce soit un fils maison pour qu'il comprenne bien comment les choses se font. C'est lui qui vient après lui, le second, également un néophyte qui ne s'y connaît pas, ça crée vraiment un problème et les agents s'en plaignent. Alors, vous parlez de Jules Alinguetti, ce qui a à retenir de Jules Alinguetti, c'est que d'abord, il a créé une foi chez nous, les Congolais. Il était difficile des Congolais de croire qu'il peut y en avoir un autre, un Congolais d'honnête et d'intègre. Chaque fois, les Congolais, qu'est-ce qu'ils disent quand vous êtes là à débattre sur des questions et que vous défendez les bonnes causes? On dit, vous êtes toujours pareil, quand on vous mettra là-bas, vous allez aussi vous enrichir. Gilles Alinguetti fait le contraire. Il a fait le contraire, il a créé une foi chez le Congolais de croire que nous pouvons améliorer. Ça aurait été un modèle qui aura marqué une génération. Dit quoi? Au début, quand il a commencé, beaucoup d'entre nous n'y croyaient pas. On disait qu'il allait souffler ou que lui-même, un jour, il allait tremper dans les mêmes pratiques que lui combat. Il a tenu tête et j'ai suivi combien ces jeunes ont relevé les différentes distinctions qu'il a obtenues. Les exploits de Gilles Alinguetti. Au jour d'aujourd'hui, l'Union européenne passe par lui pour s'assurer de la transparence de la gestion de l'aide publique européenne ici. C'est un modèle pour nous. Il est devenu même une référence pour les Européens. Donc il y a lieu de recréer le Congo. Mais ceux-là qui font confiance à Jules, qui le reçoivent et qui appuient ce combat, ils le font pour qui? Ce n'est pas pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien du Congo. Donc ça signifie que si nous pouvons avoir des Jules Alinguetti ici, là-bas et ailleurs, donc le Congo sera transformé. Donc le modèle de gestion de Gilles Alinguetti, si on l'a dans beaucoup de services ou entités de l'État. Surtout d'abord à la tête de l'État. Surtout à la tête de l'État, parce que c'est de là que... Oui, c'est là que vient l'impulsion. Et si vous manquez cette impulsion à la tête de l'État, tout le reste est paralysé. C'est ça le plus grand problème. Regardez au jour d'aujourd'hui, chaque fois que vous posez la question sur la lutte anticorruption, on vous brandit Jules Alinguetti. Moi, j'applaudis. Ah, c'est sa photo qui apparaît. Oui, c'est cher Jules, il est devenu l'égérie. La référence. L'égérie de la lutte anticorruption, sauf Félix Tshisekedi. Ça, j'applaudis à demain. Peut-être avec les pieds aussi. Mais, en République du Congo, la seule instance de lutte contre la corruption qui existe est-elle l'inspection générale des finances? Non, il y en a d'autres qui sont inopérantes. La CNRF ne fait presque rien. La cellule nationale de renseignement financier, elle a une grande responsabilité en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle ne fonctionne presque pas parce que les terroristes qui alimentent d'autres terroristes, il y en a partout ici. Mais peut-être des terroristes, j'exagère. Vous allez ici à Lingwala, la boulangerie Pain Victoire a changé de nom. Elle s'appelle désormais Grand Moulin de Kinshasa, GMK. C'est pour échapper aux sanctions américaines. À l'encontre du patron de Pain Victoire, Saleh Assi. Alors la CNRF, elle est où là? Pour traquer Saleh Assi. Elle est où? Saleh Assi s'est assis sur de grands soutiens jusqu'à la présidente de l'ECO, jusqu'à la présidente d'Abu, et c'est connu de tous. Vous n'avez pas que la CNRF, vous avez l'Assemblée nationale elle-même, qui est l'institution par excellence de contrôle. Elle-même inopérante. C'est là d'ailleurs là qu'il y a le plus gros cafouillage. Le bureau reçoit de faramineux frais de fonctionnement, et ce sont ces frais de fonctionnement qui sont transformés en prébende à verser aux députés. Et pour atteindre les 21 000 $ d'émolument. Il y a une autre instance importante qui s'appelle Cour des comptes. Elle est où? Inopérante. Félix Tshisekedi sait que si jamais il investit les juges de la Cour des comptes, c'est ce qui manque pour que cette Cour devienne opérante, et il ne l'a pas fait depuis 4 ans, Félix Tshisekedi, cette Cour ira contrôler en premier qui? L'Assemblée nationale, sur l'usage des fonds qu'elle reçoit. Et ça, le régime ne veut pas que quelqu'un y mette. C'est le même Félix qui a placé Jules Alinguetti. La Cour des comptes, je suis en train d'avancer. Ouais. Il y a une autre instance ici, importante, la direction de reddition de comptes au ministère des Finances au niveau national. Et vous savez, les auditeurs de
de la reddition de comptes au ministère des Finances, leur principal travail, c'est de contrôler les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Et ils les font généralement au mois de mai, si je ne m'abuse, ou au mois d'avril de chaque année. Et donc, c'est pendant cette période-là que ceux-là se disent, c'est le moment de nous faire de l'argent. Ils viennent, ils établissent des rapports, très très accablants contre les animateurs de ces institutions-là, pour ensuite les édulcorer, en contrepartie, on leur graisse la patte. Vous avez autant d'instances de contrôle. Je ne vais pas encore vous en énumérer des instances de contrôle qui ne fonctionnent pas. Alors, la question. Donc alors, si nous avions mis autant de volonté et que Alinguetti nous apporte des résultats, donc alors mettons-en davantage sur les autres instances. Mettons-en d'autres Alinguetti dans chaque structure de contrôle et le pays sera redressé. Oui, voilà. Je crois que même le chef d'État, au départ, quand il a placé Jules Alinguetti là-bas, il disait « je vais essayer ». Et voilà le résultat. Regardez, il y en a un autre qui n'a pas pu faire long feu, hein. Celui-là qui avait été nommé à l'agence de lutte contre la corruption, là. APLC. Hein? Un autre, là, qui est à peine nommé. J'ai perdu son nom. Oui, était pris en sandwich dans une banque. Avec des audios, des preuves, il demandait de l'argent, je crois 50 ou 100 000 $. Donc voilà, Alinguetti est au jour d'aujourd'hui un modèle. Et donc, créons d'autres Alinguetti. Clonons Alinguetti. À la limite, clonons-le. Non. Oui. Ça veut dire quoi, cloner Alinguetti? Cloner, c'est dupliquer. Dupliquer Alinguetti. Oui, il faut dupliquer Alinguetti. Dans chaque Assemblée nationale, il y a oui, on duplique. À la fin de compte, on duplique biologiquement, quoi. C'est ça le clonage. On peut cloner. Le ministère des Finances, un Alinguetti. Il faut cloner Alinguetti. À l'APLC, un Alinguetti. Il faut le cloner. Sénaref, un Alinguetti. Voilà. Les modèles de gestion de Gilles Alinguetti, c'est très amusant, mais le message est passé. Alinguetti est devenu une référence de gestion dans la lutte contre les détournements de deniers publics. Il a mis très mal à l'aise les prédateurs de fonds publics de l'État et aujourd'hui, nous avons des résultats parce qu'il est reconnu non seulement au pays, mais au niveau international. Il a été primé par Ford et reconnu à l'Union européenne. Il est même intervenu lors de son voyage à Bruxelles au niveau du Parlement européen pour... expliquer les avancées de la lutte contre la corruption. Voyez-vous quelle fierté pour nous? Voyez-vous? Vous qui dites que le monde ne nous aime pas. Le monde reçoit un d'entre nous. Celui-là qui s'est montré intègre et digne. Et on le présente comme autant le monde nous a rendu hommage avec Denis Mukwege. Nous sommes dignes. Nous sommes dignes. C'est là mon message. Merci. On est arrivé à la fin. L'émission a été réalisée par Derrick Lunkeba. Jimmy Carter Kalala a assuré l'accompagnement de l'honorable Mike Mukeba. Et nous sommes arrivés à la fin. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver dans un tout nouveau numéro avec un nouveau contenu qui va certainement vous plaire.